Bonjour à tous. Dans le cadre de l'actualité, des Russes viennent de me signaler que l'anglomanie russe est sur le déclin et que, en Russie, la demande en enseignement des langues occidentales, telles que l'allemand, le français et l'espagnol, diminue rapidement au profit du chinois. Il est évident que le développement économique fulgurant de la Chine crée une pompe aspirante en faveur du mandarin, comme cela fut le cas il y a 30 ou 40 ans pour le japonais, tandis que, à la même époque, les universités japonaises voyaient leur contingent d'étudiants étrangers littéralement exploser. Mais il s'agissait essentiellement d'étudiants asiatiques et indiens. Dans le cas de l'alliance toujours plus étroite entre la Russie et la Chine, il est évident que les intérêts croisés économiques, militaires, techniques et scientifiques créent un besoin impérieux de connaissance de la langue de l'autre, qui est mutuellement ressenti. On observe le même phénomène en Russie. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, l'enseignement du français, de l'allemand ou de l'espagnol est en net recul, tandis que les cours de chinois connaissent un succès sans précédent. Les Russes se mettent au chinois. La demande pour l'apprentissage du chinois a augmenté de 600% en Russie. Outre les langues européennes, l'arabe et le turc gagnent en popularité. Les citoyens envisagent ces pays pour y recevoir une formation supérieure et en vue d'une future expatriation. De plus, les spécialistes Headhunter ont évalué qu'au premier trimestre 2023, la demande de collaborateurs connaissant le chinois avait augmenté de 40%. Pour les étudiants russes, la facilité de circulation avec la Chine rend les grandes villes chinoises particulièrement attirantes pour y faire des études, parallèlement à la fermeture des frontières de l'Union européenne. La perspective de trouver un emploi bien rétribué grâce à la maîtrise de la langue s'ajoute à cet attrait. Car malgré la neutralité affichée de Pékin sur le conflit en Ukraine, la Russie est le grand allié de la Chine du point de vue économique et politique. Les Occidentaux, Washington en tête, avaient misé sur une relation déséquilibrée entre Moscou et Pékin et sur le fait que la Chine choisirait l'Occident contre son voisin. Erreur d'analyse, expliquait Vladimir Poutine au journaliste américain Tucker Carlson. Nous sommes voisins de la Chine. On ne choisit pas ses voisins, pas plus que sa famille. Nous partageons avec la Chine une frontière de plusieurs milliers de kilomètres. C'est la première chose. Et le deuxième point, c'est que nous sommes habitués à vivre ensemble depuis des siècles. La deuxième nouvelle que j'ai à mentionner concerne la Grande-Bretagne qui est définitivement sortie du programme Erasmus. Suite à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le Royaume-Uni s'était désengagé de la quasi-totalité des programmes gérés par l'Union européenne et Erasmus demeurait l'une des rares exceptions. Erasmus, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, est le programme qui promeut les échanges d'étudiants à l'échelle de l'UE, durant leur formation universitaire ou en école d'ingénieur. Or, avec la Grande-Bretagne, l'application du programme Erasmus était déséquilibrée. Tandis que le Royaume-Uni recevait beaucoup d'étudiants étrangers en provenance des divers pays de l'Union européenne, la demande des Anglais pour aller faire un semestre ou une année d'études en Europe continentale demeurait insignifiante à cause de leur niveau très faible dans les langues des divers pays de l'UE. J'ai connu le même problème avec les diverses initiatives prises par les universités françaises pour échanger avec les États-Unis et étant donné que ces échanges n'étaient pas symétriques, ces initiatives se sont soldées par des échecs. Mais la méconnaissance des langues autres que l'anglais par les étudiants états-uniens n'était pas la seule raison expliquant le faible intérêt de ces étudiants pour inclure dans leur cursus un semestre ou une année d'études à l'étranger. Quand les étudiants étrangers se précipitent aux États-Unis pour valoriser leur futur diplôme, leur contrepartie états-unienne en conclut qu'il est inutile d'aller ailleurs pour valoriser le leur, ce qui d'ailleurs conforte l'opinion de l'États-Unien moyen qui considère le reste du monde comme étant sous-développé. Le sentiment profond de supériorité qu'éprouvent les anglo-saxons vis-à-vis du reste du monde les détourne automatiquement des langues étrangères et des expériences éventuelles qu'ils pourraient acquérir lors de séjours à l'étranger. En dépit de l'abondance des diverses sources d'informations auxquelles on peut avoir librement accès,
Les États-Unis, dans leur ensemble, ne perçoivent pas les changements du monde qui mettent à mal leur supériorité autoproclamée et leur ignorance pleinement assumée leur promet un recalage brutal de leurs évaluations du monde extérieur qui ne manquera pas de se produire dans un avenir assez proche. Comme troisième nouvelle, je voudrais signaler l'article suivant qui affirme que le Commonwealth, dans la pratique, a été conçu pour que l'Afrique anglophone ne puisse pas y prospérer, contrairement aux imbéciles qui pensent que rejoindre le Commonwealth pourrait améliorer les conditions de vie de leur société. L'article fait remarquer que dans les pays africains membres du Commonwealth, toutes les compagnies industrielles d'État ont été privatisées au profit de banques anglo-américaines, essentiellement, ce qui retarde l'émergence d'industries de transformation seules capables d'apporter aux pays concernés la prospérité économique qu'ils recherchent. La quatrième nouvelle concerne la proportion grandissante de ressortissants de l'Union européenne qui pensent que l'appartenance de leur pays à l'UE est contraire à leurs intérêts nationaux. Et cela plus particulièrement en France, où la barre des 50% est en passe d'être franchie. Je mentionne ce fait car c'est bien l'appartenance de la France à l'Union européenne qui a donné un formidable coup d'accélérateur à l'anglomanie du pays et au déclassement de la langue française en France même. Enfin, je peux me permettre d'être sarcastique en mentionnant la traduction en français d'un titre de film américain qui sort en salle cet été. Le titre original est « Fly Me to the Moon », qui a été traduit en français de France par « To the Moon ». Les Québécois l'ont traduit, eux, en français véritable « Emmène-moi sur la Lune ». On se souvient de cet autre film états-unien « The Hangover », que les Français avaient traduit par « Very Bad Trip », et aussi de « Wild Things », dont la version française fut « Sex Crimes ». De nombreux autres exemples pourraient être cités, témoins de l'imbécilité anglolâtre sans borne des milieux du 7e art français contemporain. Je vais maintenant interrompre les nouvelles de l'actualité pour traiter d'un nouveau sujet qui s'inscrit parfaitement dans le thème de ces vidéos. Ainsi, je propose de vous parler de ce que fut la langue française jusqu'à une période assez récente. Il s'agit de son rayonnement et de son prestige. Pendant plusieurs siècles, c'est en français que s'exprimèrent de nombreux intellectuels dont il n'était pourtant pas la langue maternelle. Le français a une histoire singulière, et bien qu'il s'agisse d'un véhicule de communication au même titre que le turc, le suédois ou le maltais, l'influence que le français eut dans le monde n'a strictement rien à voir avec celle des autres langues que j'ai citées et fut indépendant du nombre de ses locuteurs et de leur puissance militaire. Dans le monde d'aujourd'hui, on étudie l'espagnol, par exemple, parce qu'il est parlé en tant que langue maternelle par plus de 470 millions de locuteurs et qu'il est la langue prépondérante de l'Amérique latine et aussi, de plus en plus, de l'Amérique du Nord. Un agent immobilier vivant à Miami ou à San Diego, ou encore dans une grande partie du Texas, a l'obligation de connaître cette langue pour son travail, mais on n'apprend pas l'espagnol pour avoir accès à une culture ou à des formations technico-scientifiques que l'on considère supérieures aux autres. Je vous propose ici d'écouter un discours prononcé par Nicolas II, empereur de Russie, en 1902, lors d'un voyage officiel à Paris. Je vous invite à prêter l'oreille, car si l'on savait enregistrer le son en 1902, la qualité de cet enregistrement n'est bien sûr pas équivalente à ce que l'on sait faire maintenant. La première chose qui frappe, c'est que l'empereur de toutes les Russies a non seulement une parfaite maîtrise de notre idiome, mais il n'a aucune trace d'accent étranger et qu'il s'exprime comme un aristocrate français de l'époque. Ce type d'élocution ne peut être atteint qu'avec le concours d'un ou plusieurs précepteurs français dès le plus jeune âge, prolongé par des études approfondies en littérature française. Dans l'élite contemporaine russe, il y a quelques francophones, mais à ma connaissance, aucun n'atteint le niveau du tsar Nicolas II. Monsieur le Président, les troupes dont vous venez de voir le défilé
sont heureuses d'avoir pu rendre les honneurs aux chefs hautement estimés de l'État, amis et alliés. Les vives sympathies qui animent l'armée russe à l'égard de la belle armée française vous sont connues. Elles constituent une réelle fraternité d'âme que nous pouvons constater avec d'autant plus de satisfaction que cette force imposante n'est point destinée à appuyer des visées agressives, mais bien au contraire à affermir le maintien de la paix générale et à sauvegarder le respect des principes élevés qui assurent le bien-être et favorisent le progrès des nations. Je lève mon verre à la prospérité et à la gloire de la belle armée française. Quant à l'élite française actuellement au pouvoir, elle pourrait fort bien jouer le rôle de cancre de service en nous gratifiant de la publicité suivante pour un événement se déroulant dans le cadre des célébrations de la semaine de la francophonie parisienne. Trêve de plaisanterie. Un des problèmes que nous rencontrons avec les anglolâtres contemporains, c'est leur ignorance crasse de l'histoire des peuples français et encore plus de celle de notre langue. La première manifestation en français est censée être celle des serments de Strasbourg en 842 après Jésus-Christ. Nous sommes 7 siècles avant l'ordonnance de Villers-Cotterêts qui officialise le français dans la France de François Ier. Donc le français existe bien avant que la France en fasse sa langue officielle. Ceux qui seront intéressés par les détails pourront lire les ouvrages de Jacques Choran. Le rayonnement du français dès le XIIe siècle est dû aux Plantagenets, aux ducs de Bourgogne et de Champagne. Outre l'Angleterre, le français est présent en Hainaut, en Bourgogne, en Savoie, en Italie, à Venise et à Naples et jusqu'au Proche-Orient, où les croisés ont commencé à s'y fixer pour former ce qui deviendra plus tard la communauté chrétienne du Liban. Ne sont concernés par ce phénomène que les lettrés, les poètes, les scribes, les légistes, l'aristocratie et la bourgeoisie. Au XIIIe siècle, en 1271 plus précisément, Marco Polo part en Chine par la route terrestre des caravaniers qui traversent l'Asie centrale. Il n'est pas le premier occidental à visiter l'Extrême-Orient, mais il est le premier à consigner son récit et ses observations en français qu'il publie en 1998 sous le titre de « Livre des merveilles du monde ». Or, le français n'est pas sa langue puisqu'il est vénitien. Beaucoup d'historiens considèrent que le XVIIIe siècle est le siècle qui représente l'apogée du français, mais son rayonnement a commencé bien avant. C'est un champenois, le pape Urbain II, qui lança les croisades par son prêche au concile de Clermont en 1095. Si l'armée de cette première croisade comprenait des combattants de tous les pays de l'Europe chrétienne, les Français y occupèrent une place prépondérante. Les historiens comptent généralement 8 croisades échelonnées entre 1095 et 1270. Le français, ou plutôt la langue que nos ancêtres parlaient à l'époque, est donc présente dans cette partie du monde. C'est la fameuse lingua franca, c'est-à-dire la langue des Francs, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, qui fut en usage au Proche-Orient à cette époque. C'est probablement la raison pour laquelle Marco Polo décida d'écrire en français le récit de ses aventures en Orient et non en latin. Son ouvrage est d'ailleurs le plus vieux livre publié en Europe qui ne soit pas en latin, mais dans une langue dite vulgaire. J'ai cherché à savoir pourquoi Marco Polo avait écrit son récit en français, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet, et l'explication que j'apporte, basée sur l'influence des croisades, est la seule qui semble tenir la route. Avant de revenir sur le rayonnement du français au XVIIIe siècle, j'aimerais faire un détour par le monde romain pour démolir quelques idées préconçues et a priori concernant les motivations pour apprendre une langue étrangère. Trop souvent, on pense que l'usage de certaines langues s'est répandu exclusivement par la conquête armée et la colonisation. C'est faux, puisqu'il existe dans l'histoire de nombreux contre-exemples. La Grèce antique fut conquise par Rome.
L'occupation romaine commence en 146 avant Jésus-Christ, mais la présence romaine en Grèce commence dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ. La Grèce finit par être vaincue militairement, mais l'acquisition de sa langue par les Romains devint une obligation impérieuse pour toute la classe supérieure romaine pour en capter la culture et les enseignements. L'étude du grec à Rome ne peut guère être considérée comme l'apprentissage d'une langue étrangère, puisque les Romains de l'aristocratie l'étudiaient dès le plus jeune âge, avant même le latin. Le latin grandit à l'ombre du grec, considéré par Cicéron comme une langue universelle. En exagérant à peine, on pourrait dire que c'est le latin qui est une langue étrangère à Rome, tout au moins à l'époque classique. Les données concernant l'étude du grec à Rome viennent presque exclusivement de Quintilien, un rhéteur, c'est-à-dire un expert de la rhétorique du 1er siècle après Jésus-Christ. Je parle ici de la rhétorique classique et non du sens dégénéré qu'on lui attribue en anglo-américain et qui s'introduit aussi en français contemporain, malheureusement. Le texte fondamental sur l'apprentissage du grec dans la classe supérieure romaine se trouve dans le premier livre de l'institution oratoire. C'est par le grec que, selon mes préférences, l'enfant doit commencer. Toutefois, je ne voudrais pas que l'on ait la superstition d'imposer longtemps à l'enfant de parler et d'apprendre seulement le grec, comme c'est la mode aujourd'hui. L'étude du latin doit donc suivre peu après et aller bientôt de pair avec celle du grec, ainsi, quand nous aurons apporté aux deux langues un soin égal, aucune des deux ne gênera l'autre. Si le programme pédagogique exposé par le rhéteur prévoit l'étude du grec avant même celle du latin, il ne souhaite pas étendre l'usage du grec. Il se montre préoccupé par la grécophonie excessive qui risque d'affecter la prononciation correcte du latin. Selon lui, l'apprentissage précoce du grec se justifie, selon Quintilien, de deux manières. D'abord, pour des questions de généalogie des langues. La chronologie de l'apprentissage mime le rapport d'antériorité qui existe entre le grec et le latin. Ensuite, le latin est du côté de l'usage. L'enfant en sera naturellement imprégné malgré lui, et c'est pourquoi les nourrices doivent avoir des compétences linguistiques importantes. Les enfants devaient étudier d'abord le grec, puis continuer à courte distance par l'apprentissage du latin. De cette façon, les deux langues étaient assimilées en parallèle avec un soin égal, sans toutefois qu'il y ait d'interférence entre elles. On veillait à un équilibre entre les deux langues sans que l'une ne puisse jamais l'emporter sur l'autre. Une telle étude devait développer un bilinguisme plus ou moins parfait, entretenu par la fréquentation de l'enfant avec des pédagogues hellénophones. Dans la suite des études, le grec et le latin continuaient d'être approfondis en parallèle, mais toujours sans interférence entre les deux langues. La traduction du grec en latin est présentée par Cicéron comme un exercice élaboré de rhétorique. Cicéron compare les enfants romains qui ne savent pas le grec et les enfants grecs qui ne savent pas le latin à des sourds, à qui il manque une faculté. L'éducation grecque ne touchait qu'un faible pourcentage d'enfants à Rome, mais ainsi instruits, les enfants, une fois adultes, pouvaient parler le grec avec une grande facilité et de façon tout à fait naturelle. On assiste ainsi à la constitution d'une classe aristocratique parfaitement bilingue. Pline le Jeune était un parfait bilingue, au point d'avoir pu rédiger une tragédie en grec. Mais ces lettres témoignent d'une certaine affectation dans l'utilisation de cette langue, un peu à l'image de ces intellectuels immigrants de fraîche date aux États-Unis qui utilisent un vocabulaire recherché dans des contextes où il n'est généralement pas utilisé. Dans le domaine officiel, la conquête du monde grec par les Romains n'a rien changé au statut des langues. Le latin ne remplace pas le grec. Il s'y ajoute comme instrument efficace d'avancement social et économique. Le grec reste la langue utilisée pour les documents officiels destinés aux villes du monde grec. Ici, je me dois de faire une parenthèse. Il est bien évident que ce qui précède ne s'applique en rien à la Grèce actuelle. La Grèce actuelle a beau parler un sabir lointainement dérivé de la langue de Platon, elle a très peu à voir avec la Grèce antique, dont le territoire a connu plusieurs grands remplacements
sous chacun de des quatre empires successifs dont elle a fait partie. Brassage des populations sous l'empire macédonien fondé par Alexandre et partagé entre ses successeurs. Populicide perpétré par les Romains lors des révoltes régionales et guerres civiles romaines, et repeuplement du pays par des immigrés venus du Proche-Orient. Invasion des Slaves par le nord sous l'Empire byzantin, massacres et déportations massives sous l'Empire turc ottoman. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose aujourd'hui dans ce territoire de ce qu'il y avait jadis à l'origine de la Grèce, à part les ruines des monuments antiques. Rastapopoulos, ce personnage qui revient à plusieurs reprises dans la fameuse bande dessinée belge Tintin, ne ressemble guère à Périclès, ni physiquement ni moralement. C'est le prestige de la Grèce antique qui nous a fait accroire que l'Europe existait, comme s'il y avait une essence de l'Europe. C'est lui qui fait encore adhérer à l'idée frauduleuse d'une unité européenne, parce que c'est la Grèce antique qui a inventé le mythe européen au temps d'Hérodote. En outre, si l'héritage de la Grèce antique a irradié la civilisation occidentale par l'intermédiaire des Romains, il n'en demeure pas moins que la civilisation romaine était très différente de la nôtre, comme l'était la civilisation grecque, laquelle a disparu en nous laissant un souvenir éclatant. Fin de parenthèse. On voit donc ici que la conquête armée de la Grèce par Rome n'entraîna pas l'imposition du latin sur les provinces conquises, mais l'appropriation par Rome de la langue grecque qui lui garantit l'accès à la culture et à la production intellectuelle de la Grèce antique. Un phénomène similaire parcourt l'Europe du XVIIIe siècle avec la diffusion du français, mais qui n'a rien à voir avec un impérialisme quelconque. Toute l'Europe policée s'attribue le français comme langue de culture et d'enrichissement intellectuel, et le français devint également la langue universelle de la diplomatie. En Russie, Catherine II, née le 2 mai 1729, est flanquée d'une gouvernante, une Française huguenote, qui lui apprend un français parfait. Plus tard, elle dévorera les ouvrages de Voltaire, de Montesquieu, et elle fera venir de Paris des troupes de théâtre et d'opéra. Elle invite le juriste Pierre-Paul Lemercier de la rivière de Saint-Médard à Saint-Pétersbourg. Elle entretient une relation épistolaire assidue avec Voltaire. Elle fait venir Diderot à Saint-Pétersbourg également, avec lequel elle s'entretient en tête-à-tête 3 heures par jour. Elle ouvre la première école pour jeunes filles nobles, l'Institut Smolny, inspiré de la mission de Saint-Cyr, fondée en France un siècle plus tôt par Madame de Maintenon sous le règne de Louis XIV. Frédéric II de Prusse, qui est né en 1712 à Berlin, est son contemporain. Son père, Frédéric Guillaume, pourtant hostile à la France, confie son éducation à 2 Français émigrés huguenots. Il est également flanqué d'un précepteur, Jacques-Égide Duhan, qu'il choisit aussi pour son savoir-faire militaire. Plus tard, Frédéric fera du français la langue de sa cour. Il fait construire à Potsdam, près de Berlin, un château qui l'affuble d'un nom français, le château de Sans Souci. Il fait venir en son royaume Jean-Baptiste Boyer d'Argence, un écrivain français de l'époque, Julien Auffray de la Métrie, un médecin et philosophe matérialiste, et Maupertuis, un philosophe, mathématicien, physicien, astronome et naturaliste français, et surtout Voltaire, qui l'admire. Si dans l'Europe du XVIIIe siècle, l'usage du français n'a rien d'exceptionnel chez les princes européens, Frédéric II se distingue par son propre jugement négatif envers sa langue maternelle. Pour lui, l'allemand est, je cite, « aussi barbare que les Goths et les Huns qui le corrompirent ». L'allemand de l'époque est morcelé en une multitude de dialectes, et ce que l'on dit à Berlin ne se dit pas avec les mêmes mots à Leipzig, à Vienne, à Stuttgart, à Cologne. Dans ses écrits, Voltaire souligne l'inutilité de connaître l'allemand à Berlin, car tous les gens de cour avec lesquels il est en contact parlent un français parfait. L'allemand s'emploie avec les palefreniers et la valetaille. La Société des sciences de Berlin, fondée en 1700 par Frédéric Ier à l'instigation de Leibniz,
prit sous Frédéric II, en 1743, le titre d'Académie royale des sciences et belles lettres de Prusse. Aussi incroyable que cela puisse paraître, la langue officielle de cette académie fut le français, ainsi que celle de ses publications. Plus tard, plusieurs de ses présidents seront français, tels que Maupertuis et le mathématicien Lagrange. En 1783, l'Académie royale des sciences et belles lettres de Berlin mettait au concours un triple sujet. Qu'est-ce qui a rendu la langue française universelle? Pourquoi mérite-t-elle cette prérogative? Est-il à présumer qu'elle la conserve? Le 5 juin 1784, l'Académie de Berlin rendit son verdict, adjugeant ex aequo le prix à la longue et pesante Ursachen der Allgemeinheit der französischen Sprache. La dissertation sur les causes de l'université de la langue française et la durée vraisemblable de son empire, du philosophe Johann Christoph Schwab, traduite en français par Denis Robelot en 1803 et au mince essai d'Antoine de Rivarol, d'origine italienne, qui fut assez souvent appelé depuis le discours sur l'universalité de la langue française. Rivarol commence par tracer une brève histoire des origines de la langue française et il insiste sur la qualité principale du français, la clarté, et lui prêtait les qualités qui semblaient alors appartenir à l'esprit français. Dégagée de tous les protocoles que la bassesse invente pour la vanité et le pouvoir, elle en est plus faite pour la conversation, lien des hommes et charme de tous les âges, et puisqu'il faut le dire, elle est de toutes les langues la seule qui ait une probité attachée à son génie. Sûre, sociale, raisonnable, ce n'est plus la langue française, c'est la langue humaine. Cette dissertation couronnée devint peu à peu la pensée inaugurale d'une vaste entreprise restée à l'état de fragments. Un prospectus, un discours préliminaire et quelques textes. Rivarol ambitionnait aussi d'élaborer un dictionnaire de la langue française qui ne vit jamais le jour. La langue française fit l'objet d'une adoration au XVIIIe siècle parce qu'elle tendait à s'identifier à l'idée même de civilisation. Elle attirait l'admiration par le luxe, l'élégance et le raffinement de la vie matérielle qu'elle sous-tendait. Partout en Europe, il y eut des gens qui se considéraient comme français par la culture, de la même manière qu'ils se seraient réclamés de telle ou telle religion. Mais bien avant ce siècle, Charles Quint, d'ailleurs ennemi mortel de la France, aimait si bien la langue française qu'il s'en servit pour haranguer les États des Pays-Bas le jour de son abdication. Comme je l'ai dit avant, en 1743, Frédéric II imposa le français à l'Académie des sciences de Berlin. Il expliqua que les bons auteurs français ont rendu leur langue universelle et qu'elle remplace désormais le latin. C'est la langue des savants, des hommes politiques, des courtisans et des femmes, affirmait-il. Notre langue présente cette singularité insigne d'avoir été un moment candidate à la fonction de langue universelle, d'avoir figuré de volapuque snob de l'époque des Lumières et d'avoir été en péril de banalisation par la fausse élégance interlope du XVIIIe siècle dont les têtes couronnées raffolaient et qu'on attrapait par-delà les frontières aussi facilement que la varicelle. Puis, elle a cette autre singularité d'avoir perdu sa fonction de transport en commun de la culture après 1815 et qui a fait en Europe un hors-la-loi politique en la coupant de ses champs d'expansion culturelle possibles. Ce phénomène a aidé le français à se ressourcer fortement à son terreau originel. Il en est sorti la langue de Victor Hugo, comme celle de Mallarmé, celle de Balzac et de Flaubert. L'Angleterre n'a pas échappé à la francomanie du XVIIIe siècle. Dans son ouvrage intitulé « Quand l'Europe parlait français », Marc Fumaroli a souligné l'importance de la langue française au Royaume-Uni dans le domaine de l'éducation, malgré l'hostilité générale de l'élite anglaise vis-à-vis de la France. Je vous réfère au chapitre 11 du livre de Fumaroli, si vous voulez en savoir davantage. Avant de continuer sur la langue française au XIXe siècle, j'aimerais faire un détour par l'hébreu, qui, de langue exclusivement liturgique, a été ressuscité comme langue de communication et est devenue la langue nationale d'Israël. À l'origine, il y a Eliezer ben Yehuda, né Perelman Ilianov,
en Biélorussie en 1858. Sa femme, Déborah, d'une famille juive hassidique, lui apprend le russe, l'allemand et le français, tandis qu'il lui apprendra l'hébreu en retour. Comme la plupart des intellectuels de son époque, il séjourne à Paris où il entame des études médicales. Il est nourri par le projet sioniste qui en est à ses débuts, et il pense que ce projet doit être accompagné par la renaissance de l'hébreu qui doit servir de langue nationale à une future colonie juive en Palestine. En 1890, il fonde à Jérusalem le comité de la langue hébraïque qui deviendra plus tard l'Académie de la langue hébraïque. Son projet est facilité par le fait que les différentes communautés juives déjà établies en Palestine sont de nationalités fort diverses. Les séfarades, les maghrébins, les géorgiens et les ashkénazes européens, anciennement convertis au judaïsme, parlent des langues différentes, dont le yiddish, c'est-à-dire du judéo-allemand, et l'hébreu séfarade, qui s'écrivent tous les deux en caractère hébraïque. L'hébreu, remis à jour par Ben Yehuda et ses collègues, deviendra la langue officielle de la colonie juive d'Israël, aux côtés de l'anglais et de l'arabe. Tout comme ce qui s'est passé dans les pays d'Amérique du Nord et du Sud à forte immigration, l'hébreu a pu s'imposer car il était la langue des immigrants juifs qui voulaient s'intégrer à une terre promise, ou du moins qui était censée l'être. Il est faux de considérer que le judaïsme est seulement une religion, car les juifs se considèrent désormais comme une race indissolublement liée à une langue qui était pratiquée par une partie des sémites vivant dans l'Antiquité dans cette partie du monde, mais qui était déjà fortement minoritaire par rapport à l'araméen du temps du Christ. Plus que toute autre raison, c'est grâce à cette croyance que l'hébreu a pu s'enraciner en Palestine et sortir de son statut de langue purement liturgique. Donc là encore, l'hébreu n'a pas été imposé à ses locuteurs par la conquête armée, mais qu'ils ont adopté par leur propre volonté et opiniâtreté sur la base d'une croyance anthropologique. J'en reviens maintenant à la langue française avec Léon Tolstoï dans son fameux livre « Guerre et paix ». Nous sommes là au XIXe siècle, puisque Tolstoï naquit en 1828. Une partie de Guerre et paix est rédigée en français dans l'édition originale de 1868, mais les deux langues sont mélangées tel que l'exemple suivant le montre. Pour Tolstoï, mélanger le français et le russe n'est pas un exercice de pédanterie littéraire. Il écrit pour ses contemporains, et la classe sociale à laquelle il s'adresse connaît la langue française et n'a aucun problème pour découvrir et apprécier son roman historique. Piotr Tolstoï, l'arrière-petit-fils du célèbre Léon Tolstoï et vice-président actuel de la Douma, parle lui aussi le français, mais il n'a nullement le niveau et la maîtrise de son ancêtre. Pour Piotr Tolstoï, le français est clairement une langue étrangère, alors que pour son arrière-grand-père, le français était une langue qui lui collait à la peau et qu'il possédait au même niveau que le russe, sa propre langue maternelle. Le point d'origine du déclin de la langue française remonte à la défaite napoléonienne de Waterloo. Mais la défaite militaire sera relativement secondaire par rapport à d'autres facteurs de ce futur déclin, comme je l'explique un peu plus loin. Le congrès de Vienne rassemble les diplomates des grandes puissances européennes entre le 18 septembre 1814 et le 9 juin 1815 pour rédiger et signer les conditions de la paix. Le congrès se déroule exclusivement en français, ce qui explique que Talleyrand fut en mesure d'obtenir des conditions relativement avantageuses pour la France qui auraient pu être dépecées en cette occasion. La finesse d'expression de Talleyrand, supérieurement intelligent, son esprit des Lumières, aiguisé à la fois dans la rhétorique, l'humour et l'ironie, et sa très grande culture, ne sont pas étrangères au fait que la France se voit seulement rentrer dans ses frontières d'avant janvier 1792 devant un aéropage de ses homologues européens qui sont francophones jusqu'au bout des ongles et qui ont presque la nostalgie du grand siècle où toutes les élites européennes se précipitaient à Paris pour goûter à la vie à la française. Talleyrand, cette merde dans un bas de soie, selon Napoléon, a rendu un fier service à son pays, bien que la Wallonie fût rattachée au royaume des Pays-Bas
et non à la France comme le bon sens le dictait. Quand on compare Talleyrand au microcéphale inverti Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères qui ne sait même pas parler un français correct dans le gouvernement Macron actuel, on mesure le fossé qui nous sépare de cette époque. Toutefois, au XIXe siècle, on peut aussi évoquer la conférence de Berlin, qui s'ouvre le 15 novembre 1884 et finit le 26 février 1885. À l'initiative du chancelier Bismarck, les principaux pays européens ainsi que les États-Unis y participèrent. Cette conférence, qui se déroule exclusivement en français, aboutit principalement à édicter les règles officielles de la colonisation et principalement de celles s'appliquant au continent africain. Bismarck doit rappeler à l'ordre les délégués états-uniens qui voulaient faire de l'anglais l'une des langues officielles de la conférence. Elle se déroulera exclusivement en français. Il faut aussi mentionner les conférences de La Haye en 1899 et 1907, qui se déroulent à l'initiative de la Russie et qui se consacrent à la recherche des moyens les plus efficaces d'assurer à tous les peuples les bienfaits d'une paix réelle et durable. Elle vise aussi à réduire, en temps de guerre, l'usage des armes les plus meurtrières et les souffrances inutiles, ce qui n'empêchera nullement l'Allemagne, en 1915, de faire usage des gaz de combat tels que le chlore, l'hypérite et le phosgène. La première conférence dura 72 jours et réunit les délégations de 26 États. La seconde, qui eut un retentissement international considérable, dura 140 jours et rassembla 43 nations, soit près de 300 participants. La langue officielle de la conférence était le français, mais on n'hésita plus, cette fois-ci, à s'exprimer en anglais ou en espagnol. La prééminence du français, surtout lors de la deuxième conférence, est clairement en déclin, et la connaissance du français se borne à celle d'une langue étrangère bien maîtrisée. Nous ne sommes plus au temps de Frédéric II de Prusse. Je dois aussi citer l'épisode de la dictée de Mérimée. En 1857, à la demande de l'impératrice Eugénie, l'écrivain Prosper Mérimée concocta une dictée officielle pour distraire la cour de Napoléon III. Napoléon III aurait fait 75 fautes, l'impératrice 62 fautes. Alexandre Dumas, fils, fit 24 fautes. Un étranger, l'ambassadeur d'Autriche Metternich, fils, fit seulement 3 fautes. On peut se poser la question de savoir pourquoi un étranger, un Autrichien en l'occurrence, dont le français n'est pas la langue maternelle, puisse faire moins de fautes que les natifs de cette langue qui étaient en outre des aristocrates à la cour impériale de France, qui purent bénéficier des meilleurs professeurs de leur temps. On ne peut s'empêcher de penser que ce déclin spectaculaire dans la qualité de leur formation préfigura celui du français sur la scène internationale. La situation actuelle est totalement paradoxale. Jamais le français n'a été autant parlé sur la scène mondiale, mais les élites occidentales le boudent clairement. Peut-être la reprise du flambeau se fera du côté du Québec ou de l'Afrique francophone, si les Français ne se réveillent pas avant. Les étrangers se détournent du français pour un globish à quelques centaines de mots, déconnectés de toute culture authentique, et le potentiel de l'espéranto demeure toujours un secret bien gardé par les médias de toute espèce. Comment une telle dégringolade a-t-elle été rendue possible alors que le français, sans aucune prétention impériale, aurait pu tenir son rang et sa place? Je vous invite à écouter Charles Gave, un financier français à la retraite qui a passé la majeure partie de sa vie active entre Hong Kong, Londres et New York. Il nous offre une explication. Le poisson pourrit toujours par la tête. L'élite dirigeante française n'est plus une élite depuis au moins une quarantaine d'années. Elle inhibe depuis longtemps l'émergence des vraies élites et des intellectuels qui faisaient autrefois rayonner le pays. La classe dirigeante française, d'après ce que j'ai compris, j'ai lu ça quelque part, je sais pas, sur les promotions, les dernières promotions de l'ENA, de Polytechnique, d'HEC, de Sciences Po, je sais pas quoi, je crois que 80% des promotions venaient de 30 jardins d'enfants à Paris. C'est-à-dire qu'autrefois, l'ascenseur républicain passait par l'instruction
On appelait ça c'est pas l'éducation nationale, on appelait l'instruction publique, je crois, on appelait ça, c'était beaucoup mieux. Et donc on sortait des gars comme Jaurès, qui arrivait de je sais pas où, du Tarn ou je sais pas où. On sortait des gars comme Camus, dont la mère savait ni lire et écrire. Et quand ils arrivaient, c'était un renouvellement du potentiel démographique, quoi, parce que c'était différent. Là, ils sont tous pareils. Donc, bien sûr qu'ils achètent cette idée. Mais ils achètent cette idée comme des robots sont enthousiasmés par le fabricant de robots, quoi. Ils ne sont rien. C'est-à-dire ce sont des individus, très curieusement, qui n'ont pas de culture. Ils ont les mots, les techniques pour passer les examens, mais c'est la première fois dans l'histoire de France, en 10 siècles, allez, au moins, qu'il n'y a plus un seul grand intellectuel français. Oui, ce que vous dites dans votre livre, hein, vous parlez d'un désert intellectuel. Mais complet. Moi, quand j'avais, je ne sais pas votre âge, que je faisais mes études, il y a bien longtemps, j'avais le choix entre Raymond Aron, Sartre, Jouvenel, René Girard, Revel, François Mauriac, je pouvais en citer 25. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul grand intellectuel français qui soit traduit dans aucune langue. Alors qu'autrefois, vous allez dans les grandes bibliothèques américaines ou anglaises, la moitié des rayonnages, c'était des grands penseurs français. Donc on était le peuple, ce que disait Bernanos, il disait la France, pays des fous, des philosophes et des bâtisseurs de cathédrales. Ben on était les trois. Aujourd'hui, on n'est plus rien du tout. Plus de bâtisseurs de cathédrales, plus de fous, et plus de philosophes. On va être charitable, on ne va pas parler de Bernard Lévy quand même. On ne va pas tomber à ce niveau-là, quoi. Ou Eindhoven, enfin, je ne sais plus comment il s'appelle, pas Eindhoven. Raphaël Eindhoven. Oui. C'est le Négré zéro, quoi. C'est ce que dit mon cher fils, il a une formule que j'aime beaucoup, il dit toutes les grandes épidémies arrivent toujours de Chine, la peste noire, etc. Et ça tue des milliards de gens, et que toutes les idées à la con arrivent toujours du boulevard Saint-Germain, quoi. Et ça tue à peu près autant de gens, d'ailleurs. Puisque vous consacrez aussi un chapitre important de votre livre au contrôle du logos, donc le contrôle du langage et de la raison. Langage, oui. Un contrôle donc, effectué par la classe dirigeante et qui passe notamment par la mise en place d'une novlangue. Comment est-ce que cette novlangue se manifeste aujourd'hui et pourquoi le pouvoir politique a nécessairement besoin de... Il n'en a pas besoin. En principe, dans une vraie démocratie, le logos est ouvert, c'est-à-dire tout le monde se met sur la gueule avec beaucoup d'entrain, puis ensuite on essaye de trouver un point commun, et puis on se débrouille. Mais ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'il y a un certain nombre de mots qui sont chargés énormément de souvenirs historiques, de réalité. Je ne sais pas, par exemple, la famille, la patrie, la nation, le drapeau, la Marseillaise. Et depuis à peu près 20 ans, si vous les utilisez, vous êtes traité comme si vous étiez un vieux crétin. C'est-à-dire qu'on ridiculise le type qui aime son pays. Et l'ayant ridiculisé, dès qu'il commence à parler, on l'interrompt. Parce qu'il va utiliser des mots que les autres connaissent immédiatement. Et donc à ce moment-là, il faut le faire taire à tout prix. Donc le but de la novlangue, c'est pas de donner des informations, c'est que si vous sortez de la novlangue, à ce moment-là, tout le monde vous repère immédiatement. Vous avez un discours. Et ce qui est curieux, c'est que le silence se fait autour de vous à ce moment-là. Les gens tendent l'oreille en se disant « Tiens, il ne parle pas comme tout le monde celui-là ». Et pendant 20 ans, quand quelqu'un faisait ça, il se retrouvait, prenant sa retraite à 50 ans, quelque part dans l'Ariège, quoi. Il n'était plus invité nulle part, ses bouquins n'étaient plus reçus, c'était fini, quoi. Et c'est une façon extraordinaire de liquider les grands intellectuels, parce que par définition, les intellectuels, ils parlent de façon différente. Ils ont une sonorité différente quand ils parlent. Et à partir du moment où vous les repérez et que vous les éliminez tout de suite, c'est pas étonnant qu'on n'ait plus que des crétins qui parlent dans le poste, quoi. Oui, vous dites effectivement qu'il y a deux armes très puissantes pour c'est l'exclusion et la dérision. Ouais. L'exclusion et la dérision. Alors ça commence par la dérision, et puis ensuite c'est l'exclusion. Je vous donne un exemple, c'est que j'avais publié un livre, c'était mon premier livre d'ailleurs, qui s'appelait « Des lions menés par des ânes », où j'expliquais que l'euro allait créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne, donc ça allait être un échec épouvantable pour l'Europe, ça allait mettre l'Europe en danger, etc. Bon, c'est ce qui s'est passé. 20 ans plus tard, c'est ce qu'on peut voir.
Il a tiré à 30 000 exemplaires, personne ne me connaissait. J'étais le deuxième tirage de Lafon cette année-là, qui m'avait admis, qui m'avait accepté. Je devais envoyer un bouquin à Lafon. Ils l'ont pris, j'étais bluffé. Donc 30 000 exemplaires, deuxième tirage de Lafon. Et je crois savoir qu'il y a des gens très puissants qui étaient au pouvoir à l'époque, qui ont su le livre 12 fois, de leurs amis, on les a que tu lis ça, et qui ont donné des instructions à Lafon de plus jamais prendre un livre de moi. Et donc le but de ces gars-là, c'est quand même extraordinaire, c'est... Quelque part, un type comme ils pensent qu'ils détiennent la vérité. Et ils pensent aussi que détenant la vérité, il faut éviter de troubler les gens. Donc, quelque part, ils pensent que le peuple est idiot et qu'il ne faut pas laisser des gens qu'ils n'aiment pas parler au peuple parce que, je ne sais pas, ça pourrait les intéresser, quoi. Et donc, ils sont naturellement totalitaires. Ce que dit un type comme Bock-Côté, qui est extrêmement astucieux, il dit que la différence entre la droite et la gauche, c'est que la droite sait que le péché originel existe, et la gauche pense qu'elle n'existe pas. Donc la gauche pense qu'elle est bonne, et donc comme elle est bonne, elle a le droit de vous envoyer au goulag. Et c'est vrai. Ceux qui ont le pouvoir politique, ceux qui déterminent les politiques scientifiques et industrielles, ceux qui tentent de définir pour nous le vrai talent, qu'il soit artistique ou intellectuel, ceux qui tentent de façonner l'opinion publique, se reproduisent désormais par pure endogamie et œuvrent uniquement à des intérêts à la fois étrangers et ultra-minoritaires, tandis qu'ils inaugurent de nouvelles organisations sociales qui prennent le chemin d'un totalitarisme absolu. Charles Gave insiste sur la novlangue et sur le poids des mots. En effet, la langue nous mène au cœur de la censure, à l'épreuve de vérité, si nous savons la lire, l'écouter et la décoder. Voilà qui conclut ce que j'avais à dire dans cette vidéo 36 qui souligne que si nous ne connaissons pas notre passé, notre avenir ne pourra qu'être sombre. En fonction de notre passé et de ce que nous fûmes, nous saurons facilement quoi faire pour être à nouveau nous-mêmes. J'invite bien sûr mes auditeurs à se procurer mes bouquins s'ils ne les ont pas déjà lus. Mon but est toujours d'ensemencer les esprits. Il est temps de faire comprendre aux masses qu'il existe une écologie des langues et des cultures et que le respect de la diversité linguistique et culturelle est une condition nécessaire au progrès humain. Il n'y aura pas de nouvelles vidéos au mois d'août. Depuis la fin de la décennie 90, j'ai eu la chance d'être en contact avec quelques grands esprits sur les sujets qui nous préoccupent. Et je compte vous présenter à partir de septembre les diverses pépites que j'ai sauvegardées durant plus de 20 ans de discussions et d'échanges. En attendant, pensez à soutenir Impératif Français en devenant membre et en faisant un don à cette organisation qui vous alerte sur les dangers de la situation actuelle. Abonnez-vous à la chaîne. Diffusez et rediffusez sans modération ce que vous entendez et lisez sur le site. Bonnes vacances à tous!